Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie, justement, d'un conseiller en prévention, Guillaume Fortin. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, merci. Guillaume, on va parler aujourd'hui des dangers de l'électricité, trait d'union, chauffage. Oui, effectivement. OK. C'est quoi l'électricité chauffage? Bien, en tant que tel, aujourd'hui, on va parler de l'électricité, chauffage, niveau chauffage, chauffage électrique, parce qu'il peut y avoir de chauffage au bois, chauffage au mazout. Mais à ce moment-là, réellement, moi, ce que je voulais aborder, c'est le chauffage électrique qu'il peut y avoir dans les résidences. Bon, on parle de prévention, donc. Oui. On va commencer par plainte de chauffage. Oui, plainte de chauffage. Quand je parle de plainte de chauffage, ça va être réellement soit des plaintes fixes ou des plaintes convecteurs, style convecteur. À ce moment-là, ça va être des plaintes, des appareils de chauffage qui vont être montés au mur de façon permanente, contrôlés par un thermostat électronique ou des relais, des choses comme ça. Ouais. OK. Et la prévention, parce que là, on parle, pour bien se comprendre, des calorifères. Oui, hein? c'est ça. Les célèbres. Donc, on parle de plaintes au plancher. Oui. Et aussi les plaintes qu'on retrouve maintenant, que c'est rendu très populaire, les plaintes au mur, là, les Ouellettes Canada, Oui, c'est ça. entre autres. Les convecteurs. OK. Oui. Alors, c'est quoi la prévention par rapport aux plaintes? Bien, par commencer, il va y avoir un dégagement respecté au niveau de ce type de chauffage-là. On va parler surtout, mettons, de plaintes électriques à la base du mur. On va demander un 10 cm de dégagement à l'avant de l'appareil, être sûr qu'il n'y a pas de meubles qui viennent en contact avec la surface d'une unité de chauffage, des rideaux, des choses comme ça. Avant chaque saison de chauffage, ce qu'on peut faire aussi, ce qui est recommandé, c'est de faire le ménage en tant que tel. On peut enlever le devant de la plainte électrique, prendre l'aspirateur, puis enlever réellement toute la poussière qui peut s'être accumulée là, depuis l'autre saison précédente de chauffage. Si on a des enfants, il peut se ramasser des jouets, des crayons de cire, des choses comme ça. Donc, réellement, de venir enlever tous les objets là, qui peuvent se retrouver là, sur la surface chauffante de l'unité. Guillaume, la question qui tue. Oui. Est-ce que ça peut assez chauffer pour causer un incendie? Je vous dirais que oui. 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 Oui, en tant que tel, bien, les plaintes, les appareils de chauffage, eux autres sont construits de façon à ce que s'il y a une surchauffe de l'appareil, il va avoir une protection thermique à l'intérieur. Mais c'est une pièce mécanique, donc à ce moment-là, ça se peut que cette pièce-là fasse défaut. Ou si la pièce a déjà fait défaut puis qu'une personne s'est improvisée réparateur d'appareil de chauffage, ça se peut qu'il ait bypassé, qu'il ait fait un contournement de la pièce pour que l'appareil chauffe. Peut-être qu'il a dit « je vais faire ça en attendant d'avoir ma pièce », puis qu'il l'a oublié, puis qu'il a laissé comme ça l'appareil. Donc, si on vient mettre les appareils, un divan trop proche, bien à ce moment-là, la surface du divan va venir chaude à cause de la radiation ou du contact de l'appareil de chauffage sur le tissu. Donc, oui, ça peut arriver qu'il y ait un incendie. Oui. Ouais. Ça chauffe assez pour créer un incendie? Oui, oui. Eh bien, garder la chaufferette hors du passeur afin d'éviter qu'elle se renverse? Oui, à ce moment-là, là, on va parler d'appareils portatifs. Parce que les autres appareils qu'on parlait, c'est des appareils fixes qui vont être attachés à la structure du bâtiment, soit par des vis ou d'autres principes, des règles de montage. L'appareil de chauffage portatif, lui, bien, ça va être un appareil qu'on va brancher. Puis réellement, c'est pour usage temporaire. C'est pas un appareil qui va être à usage permanent. J'ai bien compris temporaire. Oui, temporaire. Parce que moi, dans mon rôle de conseiller, si je vais chez vous, puis vous avez ce type d'unité-là, puis que je vois que vous avez juste ça dans la résidence, ça se peut que je vous parle de mettre un appareil fixe au mur, à usage permanent, et non quelque chose de temporaire. À ce moment-là, il peut y avoir un risque de chute ou des choses comme ça, là. Donc, réellement, de faire un calcul de perte de chaleur pour votre résidence, qui va être fait par un électricien. Puis, eux autres vont être capables de venir installer des appareils que vous avez besoin pour chauffer pour combler vos perditions de chaleur. Et surtout éviter un danger. Oui. Brancher la chaufferette dans une prise et non à un cordon de rallonge. Donc, c'est ça, l'appareil de chauffage portatif, ça va être branché dans une prise de façon temporaire. C'est sûr que l'appareil, il faut qu'elle soit branchée le plus proche possible de la prise. Je ne prendrai pas une rallonge de 100 pieds pour faire le tour de la maison parce qu'il faut penser que c'est quand même un appareil de chauffage qui va avoir beaucoup de puissance, de watts qui va se développer de cet appareil-là.
Donc, c'est un travail électrique qui va passer par un petit fil, numéro 16, qui peut amener une surchauffe au fil, donc un autre potentiel de... Les petites rallonges vertes et blanches qu'on voit, là. Oui, c'est ça. C'est pas... Non, réellement, de le brancher directement dans la prise. OK. Est-ce que ça prend... Il y a des grosses rallonges qui se vendent, là, jaunes ou oranges, là. Ouais. Est-ce que c'est... Si on doit utiliser ce genre d'appareil-là, est-ce que c'est mieux d'utiliser ça? Ou si la petite rallonge verte là, qu'on achète à pas cher, c'est... Je ne conseille pas d'utiliser une rallonge. Réellement, le mieux que vous pouvez faire, c'est de le brancher directement dans la prise de courant. Okay. Sans utiliser le rallonge. On élimine la rallonge. Okay. S'assurer que la chaufferette possède un dispositif de sécurité intégré qui arrête l'appareil lorsqu'il est renversé. Donc, c'est ce que vous mentionnez tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc, si jamais l'appareil, on peut avoir des enfants à résidence, des choses comme ça, des animaux de compagnie, puis ça va bouger, ça va circuler. Quelqu'un qui va passer à côté de l'appareil va le faire tomber. S'il n'y a pas le dispositif, l'appareil va continuer à fonctionner, puis ça peut mettre un incendie. Il peut avoir un risque à ce moment-là qui est plus grand. Tandis que si vous avez un appareil qui bascule, avec le dispositif qu'on parle, à ce moment-là, ça va faire réellement une coupure à l'alimentation de l'appareil. On apprend des choses, hein? Ne pas utiliser une chaufferette de chantier de façon permanente, faire installer un système de chauffage conforme. Oui, effectivement. Donc, on va avoir tendance à voir ça, des gens qui n'auront pas de chauffage dans leur sous-sol, puis ou dans le garage. Puis à ce moment-là, ils vont prendre un appareil de construction qui vont venir... avec les grosses prises? Oui, avec les prises à 240 volts. Ils vont brancher ça, puis ils vont l'utiliser de façon permanente. Il faut comprendre qu'une unité comme ça, c'est une unité de chauffage de chantier qui doit être utilisée seulement quand il y a présence humaine dans le local. Donc, à ce moment-là, la façon de faire, si on utilise ce chauffage-là pour notre atelier, quand on part de l'atelier, bien, on débranche l'appareil. Si c'est fait pour être utilisé même quand on n'est pas là, bien, à ce moment-là, il y a d'autres types d'appareils de chauffage qui ressemblent aux unités de construction. Mais au lieu d'être portable, ça va être monté de façon fixe à la structure du bâtiment par des équerres, par des supports de fixation. Puis ça va être raccordé directement dans une boîte de jonction. Donc, on vient éliminer un risque là, avec la prise mâle-femelle de surchauffe, parce que le boîtier, en tant que tel, va avoir un raccordement pour les marettes, puis un couvercle par-dessus. Là. OK. Donc, bien installé. Oui, c'est ça. Chaufferette de construction rappelée, risque d'incendie, avis public, 26 mars 2019. Oui, c'est ça. Au mois de mars passé, en 2019, il y a eu un rappel. C'est la majorité des fabricants d'appareils de chauffage portatifs, donc de construction, qui ont rappelé différentes gammes de leurs produits à cause qu'il y avait un risque d'incendie au niveau de l'élément chauffant. Santé Canada a émis aussi le rappel en tant que tel. Vous pouvez aller voir là, sur le site de Ouellet Canada, il peut y avoir Stelpro aussi, Santé Canada, qui vont tous donner les codes pour les dates, puis quoi faire pour retirer ces appareils-là. Donc, c'est en date du 26 mars. Et on peut consulter les sites dont vous venez de parler. Oui. Et là, on tombe dans un sujet qui nous a affectés. Moi, le premier. Oui. Parce que j'ai manqué d'électricité lors de la tempête du début novembre. Conditions météorologiques et panne électrique prolongée. Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du réfrigérateur, du congélateur afin que les aliments se conservent plus longtemps. On sait que tout le monde, moi en tout cas tout le monde que j'ai rencontré qui ont manqué d'électricité comme nous, la première chose c'était de perdre leur réserve au congélateur. Oui, effectivement. Donc c'est ça, en évitant d'ouvrir les portes trop souvent, mais à ce moment-là, on n'est pas sûr, mais on vient prolonger la capacité de notre appareil à garder nos aliments congelés. Donc, moins qu'on va jouer après la porte, bien, plus que le froid va rester à l'intérieur de l'unité. Si on ne l'ouvre pas, Guillaume, ça peut... Est-ce qu'on connaît le temps que ça peut... avant que les aliments commencent à dégeler? Le temps est connu, mais je ne l'ai pas avec moi, malheureusement. OK. Il doit y avoir sur le site du MAPAC, réellement, à ce moment-là, le temps de conservation pour les aliments en tant que tels. Oui. Trier les aliments en cas de panne de courant prolongé. Oui, c'est ça. Donc, si jamais vous avez une panne comme chez vous qui a duré longtemps, bien, à ce moment-là, peut-être, quand le courant va revenir, allez voir dans votre congélateur, un coup que le courant est revenu, s'il y a des aliments qui ont été décongelés. Donc, pour être sûr de ne pas recongeler ces aliments-là, puis de s'intoxiquer à ce moment-là quand on va les préparer pour les manger. C'est sûr.
N'utilisez pas à l'intérieur un appareil de cuisson conçu pour l'extérieur. Barbecue, propane, grille, peu importe, les bâchés. Oui. Ça, Oui, c'est dangereux. Hein? Effectivement, il y a des gens qui... c'est quand même bizarre à croire, là, mais il y a des gens qui vont avoir tendance à faire ça pour se réchauffer ou pour faire à manger. Ils n'auront peut-être pas de terrain à l'extérieur pour utiliser les appareils. Donc, ils vont avoir tendance à le rentrer à l'intérieur pour préparer leur plat ou de laisser la porte du patio ouverte. À ce moment-là, toutes les émanations, la combustion peut rentrer à l'intérieur, puis on peut s'intoxiquer avec le monoxyde de carbone. Baisser les thermostats au minimum pour empêcher une surcharge lorsque le courant sera rétabli. Comme nous, c'est revenu à 15 h de l'après-midi, puis on l'a perdu jusqu'à 6 h 30 le samedi soir. Justement, probablement, parce qu'on essayait de repartir, mais là, comme on était en fin de journée, chauffage, congélateur, imaginez tous les appareils qui étaient en fonction lorsqu'on a manqué d'électricité. Ça fait une bonne demande. C'est sûr, là, au niveau des thermostats, si on a des thermostats qui sont mécaniques et non électroniques, il y a possibilité de faire l'abaissement de température. Si c'est des thermostats électroniques qui sont plus alimentés, il y en a qui vont avoir comme une petite charge qu'on peut venir baisser le point de consigne. Si c'est possible de le faire à ce moment-là, c'est réellement recommandé de le faire parce que le chauffage électrique, c'est quelque chose qui prend beaucoup de puissance. OK. Ouais. Tout ce qui fonctionne, ce qu'on appelle sur le 220. Oui, c'est ça, sur 240 volts. Parce que le 110, 220. Oui. Gardez une lampe branchée pour savoir quand le courant sera rétabli. Oui, effectivement. Donc, c'est ça comme, par exemple, chez moi, si je me fie juste au micro-ondes, quand il revient normalement le courant, il y en a qui vont flasher, mais le mien, l'écran reste noir. Fait que si je me fie juste à mon micro-ondes, je ne le verrai pas, tandis que si je laisse une lampe allumée, bien, à ce moment-là, la lumière fuit. Bien sûr. Le courant est revenu. Installez votre génératrice à l'extérieur, loin des portes et des fenêtres pour éviter que les gaz d'échappement entrent dans la maison. Oui, c'est comme je vous parlais tantôt, là, les gens qui n'auront pas de terrain vont peut-être avoir tendance à aller sur le patio ou même à entrer de l'appareil à l'intérieur, peut-être un garage, des choses comme ça. Donc, c'est à ne pas faire réellement. Quand on fait à manger avec un appareil comme ça, il faut que ce soit à l'extérieur. C'est pas mieux dans le garage, hein? Non. Suivez les règles d'utilisation de votre système de chauffage d'appoint. Oui, c'est ça. Donc, réellement, il ne faut pas surcharger un appareil. On parle entre autres de poêle à bois, là? Poêle à bois, entre autres, ou ça peut être des petits poêles là, au nafta, des choses comme ça. Essayer le moins possible, là, réellement en extrême urgence, de prendre ça, puis réellement respecter la façon qu'il faut l'utiliser, qui est prescrite là, par le fabricant. Si vous utilisez un appareil de chauffage à combustible solide comme le bois, oui. Assurez-vous d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone qui fonctionne et vérifiez votre avertisseur de fumée. Oui, effectivement. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont s'improviser opérateurs de poêle à bois. Ça va faire des années qu'ils n'auront pas servi de l'appareil en tant que tel. Donc, pour être sûr que l'appareil est fonctionnel, puis que si on n'est pas certain, je veux dire, que l'appareil est fonctionnel à 100 puis qu'il peut avoir une fuite, des choses comme ça, bien, d'avoir les deux unités qu'on parle pour nous aviser, là, surtout que le monoxyde de carbone, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de couleur. Oui, c'est ça. On va s'intoxiquer sans s'en rendre compte. Là. Surtout, assurez-vous d'avoir en votre possession votre trousse 72 heures. Donc, ça, c'est important d'être équipé. Lampe de poche, les chandelles, c'est pas... Oui, les chandelles... C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein? Non, effectivement. Une chandelle, ça peut culbuter. C'est une flamme vive, donc à ce moment-là, s'il y a un rideau qui est trop proche, bien, ça peut s'enflammer. Donc, le meilleur, c'est les lampes de poche. Vous parlez de trousse 72 heures. Est-ce que c'est un équipement qui se vend, qui est disponible? Moi, je vous dirais, vous pouvez aller prendre l'information, comment monter votre trousse sur le ministère de la Sécurité publique, MSP, Québec. À ce moment-là, vous allez avoir des exemples, comment faire votre trousse pour être capable de survivre là, pendant 72 heures avec le strict minimum. Puis, Parce que ça se fait, ça peut se faire, oui. Mais il faut être équipé. Oui, c'est ça. Si jamais il y a une urgence chez vous, bien, à ce moment-là, 911, si le téléphone fonctionne. Oui. C'est important de charger ton téléphone toujours. Effectivement. Parce que le téléphone devient un outil. Il est toujours très important, le téléphone cellulaire, mais encore plus lorsqu'on a une panne d'hydro, comme c'est survenu. Des gens qui ont manqué 24, moi, ça a été 24 heures, 26 heures pour être plus précis, mais d'autres étaient 2 jours, 3 jours. Donc, c'est important d'être bien organisé. Au niveau des génératrices aussi, des gens qui vont utiliser les génératrices, le mettre à l'extérieur, réellement, il va y avoir un échappement qui va se faire. Si vous le faites virer, si vous faites fonctionner dans le garage, présence de monoxyde de carbone, réellement d'envoyer votre unité à l'extérieur de la résidence.
Toujours des conseils très importants. Et vous savez, on dit toujours, ben voyons, ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, c'est la dernière tempête du 1er novembre. On ne peut pas l'oublier. C'est arrivé à beaucoup de monde. Beaucoup de gens ont été privés d'électricité pendant plusieurs heures. Donc, c'est des choses qu'il faut regarder et savoir, et surtout se munir et être bien organisé pour passer au travers de ces événements-là. Oui. Merci beaucoup, Guillaume Fortin, conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique. Merci, Guillaume. Bonjour.